Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'un arbre nous apprend sur l'architecture? Ce podcast m'a été inspiré par une lecture d'un article d'un architecte qui s'appelle Christopher Alexander. Alors cet architecte est malheureusement trop peu connu. Son œuvre théorique sur l'architecture est absolument monumentale et demeure malheureusement trop peu connue par les architectes eux-mêmes d'ailleurs, et encore plus du grand public. Alors le sujet du podcast ne va pas être sur cet article que j'ai lu, ni sur Christopher Alexander, qui fera sûrement l'objet de podcasts à l'avenir. Mais ce podcast sera consacré à une réflexion qui m'est arrivée justement, qui m'a été inspirée par la lecture d'un de ses articles les plus connus qui s'appelle A City is not a tree. Donc une ville n'est pas un arbre. Et d'une manière un petit peu inverse, j'ai réfléchi justement en essayant de regarder un petit peu l'architecture, de penser comment un bâtiment est construit, de quelle manière il est construit, m'est venue un petit peu la réflexion inverse en fait. Qu'est-ce qui fait que l'architecture, la bonne architecture en tout cas, est comme un arbre, ressemble à un arbre? C'est donc cette réflexion que nous allons développer tout au long de ce podcast. Alors, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi un arbre? Bien parce que l'arbre, déjà, c'est un objet qui est très familier à chacun. On a tous déjà vu un arbre dans notre vie et vous avez sûrement vu un arbre aujourd'hui. Et aussi et surtout parce que l'arbre, c'est le symbole de la vie. Et tout au long de ce podcast, je vais essayer justement de, de vous montrer, de vous prouver, de vous donner des éléments qui vont conforter l'idée que l'architecture n'est rien d'autre qu'une branche ou qu'une extension aussi de la vie. Alors un arbre est aussi un objet très intéressant à bien des égards, et quand on parle d'arbre, on ne parle pas forcément du végétal avec son tronc et ses branches, mais on parle aussi d'arbre mathématique. C'est d'ailleurs dans ce sens que Christopher Alexander, dans son article A City is not a tree, l'avait abordé. Justement, il expliquait que la ville ne devait pas être construite comme un arbre, parce qu'un arbre a une hiérarchie assez rigide. Chaque branche n'est connectée qu'au tronc, et chaque branche ne peut se connecter qu'avec une branche plus petite, etc., etc., ce qui ne permet pas de créer un système de connexion qui est vraiment riche. En tout cas, ce n'est pas le sujet ici, mais c'est pour vous dire que l'arbre a souvent été utilisé comme un objet qui aide à penser et qui aide à réfléchir, notamment, et qui aide à comprendre la structure hiérarchique de systèmes complexes. Je pense notamment aux arbres généalogiques qui carrément portent le nom d'arbres et qui permettent de retracer les liens de sang, les liens de parenté qui existent entre différents membres d'une famille, et ce sur des dizaines et des dizaines de générations parfois. Mais dans ce podcast, nous allons nous limiter à l'objet arbre en tant que végétal. Alors, avant de commencer un petit peu à le comparer avec l'architecture et avec un bâtiment, qu'est-ce qui compose un arbre? Donc un arbre est composé de racines enterrées, d'un tronc, de branches un petit peu plus petites, de rameaux encore plus petits que les petites branches, et de feuilles. Voilà en gros comment est-ce qu'on pourrait dépeindre grossièrement un arbre. Alors on va pas avoir besoin de rentrer dans plus de détails que ça pour pouvoir faire notre comparaison avec l'architecture. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur une chose, c'est que ces éléments que je viens de citer ne sont pas présents dans la même quantité. Quand on a un tronc, on a peut-être quelques branches, beaucoup plus de petites branches, encore beaucoup plus de rameaux et beaucoup plus de feuilles. Il en est de même pour les racines. Donc il y a un système de racines principales et il y a des racines secondaires qui sont beaucoup plus nombreuses, et des petites racines presque à l'échelle millimétrique qui sont beaucoup plus nombreuses. Et cette distribution de la taille des éléments au sein de l'arbre fait que c'est un système complexe. Alors, un système complexe est aussi défini
par la distribution de ces éléments. En général, dans un système complexe, on va retrouver beaucoup plus de petites structures que de grandes structures. Alors ça, ce sera aussi peut-être l'objet d'un autre podcast. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les distributions qu'on appelle à queue épaisse ou en puissance inverse. Ce serait un sujet très intéressant à traiter dans un autre podcast. Mais pour le moment, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Donc voilà, l'arbre est aussi avant tout un système reconnu comme étant complexe. Alors maintenant, intéressons-nous à ce qui le fait ressembler à un bâtiment ou ce qui le rapproche de l'architecture. Alors cette pensée s'inscrit dans ce qu'on appelle les sciences de la complexité. Les sciences de la complexité sont une branche des sciences euh, qui se distingue un petit peu de ce qu'on appelle les sciences analytiques ou les sciences dures ou les sciences du raisonnement. Ces sciences du raisonnement fondent une pratique qu'on appelle positiviste. Donc le positivisme, comme Auguste Comte en parlait, c'est une ère de la connaissance scientifique à laquelle l'humanité arriverait idéalement. Et selon Auguste Comte, c'est l'ère ultime de la connaissance scientifique. C'est la connaissance scientifique qui peut être totalement fondée sur les mathématiques et sur les observations empiriques, et rien d'autre. Et d'un certain côté, le positivisme a permis aux sciences de passer à l'état ancien, presque celui de la métaphysique. D'ailleurs, c'est le deuxième stade dont parle Auguste Comte, à l'état moderne qu'on lui connaît aujourd'hui, avec des règles mathématiques bien définies, des protocoles d'expérimentation bien définis, etc. Cependant, le problème avec le positivisme, c'est que la réalité est souvent bien plus complexe qu'une formule mathématique. Lorsqu'on croit avoir tout compris, qu'on croit avoir tout théorisé grâce aux mathématiques, la nature nous joue toujours des tours. D'ailleurs, il y a un exemple intéressant qui est celui de Newton. Newton qui a découvert l'attraction gravitationnelle et qui a produit tout un ensemble de formules mathématiques qui sont encore utilisées aujourd'hui parce que très très précises. Mais lorsque on passe sur des échelles beaucoup plus petites ou beaucoup plus grandes, les lois de Newton ne marchent plus. Et selon la doctrine positiviste, ça devrait marcher parce que le monde pourrait être résumé uniquement à un ensemble de formules scientifiques. Mais hélas, le monde est beaucoup plus compliqué que ça, et à chaque fois qu'on croit avoir compris la nature, elle nous joue des tours. Donc c'est comme ça que sont apparues un petit peu les sciences de la complexité, qui revendiquent justement la complexité du monde et qui ont une approche un petit peu différente. Au lieu de se baser sur une approche mécanistique, scientifique au sens mathématique du terme, les sciences de la complexité adoptent une posture un petit peu plus modeste et comprennent qu'il est impossible de tout comprendre et mettent l'incertitude au centre de la connaissance. Et là où les sciences exactes ou les sciences dures ou les sciences analytiques sont très cloisonnées, très spécialisées, les sciences de la complexité et l'étude des phénomènes complexes s'ouvrent volontiers aux autres domaines. Donc c'est dans ce cadre que on peut comparer deux choses qui apparemment sont très différentes, aussi différentes que un arbre et un bâtiment. Alors je vais développer ma réflexion autour de trois idées, que je vais vous citer dès maintenant. Un arbre n'est jamais composé de formes parfaites. Deux arbres ne se ressembleront jamais. Un arbre ne vit que pour ses feuilles. À travers ces idées, je développerai l'idée ou ce que je crois être une bonne architecture. Commençons dès maintenant avec la première idée. Un arbre n'est jamais composé de formes parfaites. Alors, si vous regardez un arbre, vous serez incapable de reconnaître les formes de la géométrie traditionnelle qu'on appelle euclidienne. Donc, vous ne verrez pas de parallélépipède, vous ne verrez pas de cylindre, vous ne verrez pas de cube, vous ne verrez pas de pyramide,
vous ne verrez jamais ces formes-là dans un arbre. Et vous ne verrez jamais ces formes-là, en règle générale, dans la nature. Alors vous pourrez toujours approximer la forme d'un arbre par des formes parfaites euclidiennes. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les logiciels 3D. On travaille avec un ensemble de polygones qui, dans leur configuration spatiale, vont essayer de recréer ou d'approximer à peu près la forme de n'importe quel objet du monde réel. Mais en réalité, ces formes-là ne sont jamais retrouvées dans la nature. La ligne droite n'existe pas dans la nature, parce que la ligne droite n'est qu'une création mathématique de notre esprit pour pouvoir comprendre la réalité en la simplifiant. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais il y a quelques minutes. L'être humain, pour essayer de comprendre le monde complexe dans lequel il vit, essaye de simplifier, et les mathématiques sont un moyen de formalisation et un moyen justement de simplifier cette réalité complexe qui nous entoure. Et justement, l'erreur faite par les positivistes, c'était de croire que cette simplification était en tout point équivalente à la réalité. Mais finalement, cette simplification n'est jamais qu'un outil de compréhension, qu'un outil d'aide à la découverte, et pas plus. Cette simplification ne permet surtout pas de s'affranchir de la complexité de la réalité. Alors on pourrait se demander pourquoi dans la nature, il n'existe pas de forme linéaire. Pourtant, c'est une forme tellement évidente, c'est une forme tellement facile, tellement évidente à concevoir pour notre esprit. C'est juste le chemin le plus court entre deux points dans l'espace. On peut définir une ligne aussi simplement que ça. Bien justement, la réponse à cette question est un peu dans la question elle-même, tout simplement parce que la nature ne connaît pas la simplicité. Pour rester sur notre exemple d'arbre, si vous preniez deux arbres strictement identiques, absolument identiques en tout point, dans leur code génétique, deux jumeaux parfaits. Imaginons que nous allons prendre ces deux arbres et que nous allons les planter côte à côte. Eh bien, vous allez remarquer très vite qu'il y a un arbre qui va prendre le dessus sur l'autre. Il y a un arbre qui va peut-être croître d'une manière très droite, très rectiligne, et il y a un autre arbre qui va grandir d'une manière un petit peu plus tordue, un petit peu plus biscornue. Et cela peut être dû à plusieurs raisons. Ça peut être dû par exemple à une micro-variation de fertilité dans les deux sols, même si le sol est a priori le même, ce n'est pas exactement le même. Il y a peut-être un arbre qui va avoir accès à plus d'eau ou à plus de ressources. À un moment donné, il va y avoir une micro-variation dans les conditions initiales qui entourent les deux arbres, et l'un des deux va forcément prendre le dessus sur l'autre. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un espèce d'effet boule de neige qui va s'enclencher. Il va y avoir un arbre qui va du coup capter beaucoup plus de lumière que l'autre. Il y en a un qui va rester plus petit et un autre qui va grandir beaucoup plus. Et à la fin, alors qu'on avait les deux mêmes arbres génétiquement parlant, on va se retrouver avec deux arbres différents. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ces deux arbres sont soumis à des forces différentes. Et du coup, morphologiquement parlant, ils ne peuvent pas être les mêmes. Et c'est un petit peu la caractéristique des sciences de la complexité, et l'une des signatures de la complexité, c'est une sensibilité extrême aux conditions initiales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet papillon. Alors l'effet papillon, en gros, qu'est-ce que c'est ? On appelle effet papillon une réaction en chaîne provoquée par un élément aussi banal qu'un battement d'aile de papillon. Et au fur et à mesure, cette réaction en chaîne va grossir de plus en plus. Cela va causer une rétroaction positive et peut se terminer par une conséquence aussi désastreuse qu'une tornade. Et d'ailleurs, c'est de là que vient l'expression effet papillon. Elle est attribuée à Edward Lorenz lors d'une conférence en 1972 qui disait que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que les formes ne peuvent pas être parfaites dans la nature parce qu'il y a tellement de forces qui entrent en jeu, tellement de conflits qui entrent en jeu, tellement de champs de force, tellement de sensibilité aux conditions extérieures et tellement de conditionnement de l'environnement qu'il est impossible d'obtenir une forme aussi parfaite qu'une ligne droite ou un volume aussi parfait qu'un cube. Et pour faire maintenant le parallèle avec
l'architecture, qu'en architecture, c'est la même chose. Le fait de travailler avec des formes euclidiennes, à la base, pourquoi est-ce qu'on travaille avec ces formes-là? Déjà par souci de simplicité, parce que si on devait travailler avec des formes non définies, on ne pourrait pas construire ou composer grand-chose. Mais c'est aussi parce que le fait de travailler avec des formes qu'on maîtrise et qu'on comprend nous rassure au fond. Mais cette manière qu'on a de faire de l'architecture dans les écoles d'architecture ou dans les facultés d'architecture, c'est-à-dire que c'est l'étudiant ou l'architecte qui va prendre ses petits volumes, son petit cube, son petit cylindre, qui va commencer à essayer de composer un truc, cette manière de faire est assez récente dans l'histoire de l'humanité en fait. Depuis que l'architecte concepteur s'est séparé de l'architecte bâtisseur et surtout de l'architecte habitant ou l'architecte usager. Avant, dans les civilisations anciennes, ou même il y a quelques siècles au Moyen Âge, on ne faisait pas de plan avant de faire de l'architecture. Avant de construire un bâtiment, on ne faisait pas de plan, on faisait peut-être juste des plans très sommaires. Mais en tout cas, on n'avait pas une réflexion en 3D ou une réflexion en volumétrie. D'ailleurs, la représentation en 3D n'est arrivée qu'avec la Renaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fresques du Moyen Âge, ou si vous avez déjà vu des dessins du Moyen Âge, ou si par exemple sur les vitraux des églises, vous voyez comment les personnages sont représentés. Donc il n'y avait même pas cette technique pour représenter les objets en 3D, donc il n'y avait pas de pensée volumétrique avant de concevoir un bâtiment. Et donc à l'époque, comment se construisaient les bâtiments? Eh bien, ils se construisaient d'une manière spontanée. Spontanée suivant les besoins et les usages des gens qui allaient utiliser ce bâtiment. Les gens construisaient en conséquence. C'est ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Ou autrement dit, l'architecture sans architecte. Alors de notre point de vue de citoyens modernes du XXIe siècle, ces architectures anciennes peuvent nous sembler un petit peu difformes, un petit peu amorphes. Il n'y a pas vraiment de forme qu'on peut définir. On pourrait même aller jusqu'à dire que ces formes d'architecture, par rapport aux bâtiments modernes, aux buildings modernes qui se font, nous semblent même un peu moches. Alors c'est vrai, si d'un point de vue géométrique, cette architecture n'a pas vraiment de forme, cette architecture avait au moins le mérite d'être faite sur mesure pour les usagers parce que faite par les usagers. Et ce, malgré le fait qu'elle n'obéit pas à une forme géométrique bien définie et bien précise. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement, je trouve que ces architectures anciennes, ces architectures faites par les gens qui y habitent, ont une vie et un charme absolument incroyables. Et à ce propos, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur un architecte qui a été emblématique de ce type d'architecture vernaculaire. Cet architecte, c'est un architecte du XXe siècle, égyptien, qui s'appelle Hassan Fethi. Et je voudrais qu'on s'attarde juste quelques petites minutes sur son œuvre. Hassan Fethi utilise les techniques de construction locales et les matériaux locaux pour produire une architecture bon marché, peu chère et surtout construisible par le peuple et pour le peuple. L'un de ses projets les plus emblématiques reste le village du Nouveau Gourna en Égypte. Son architecture se distingue de par sa simplicité, de par sa simplicité à la fois formelle, qui reprend des traditions ancestrales, des formes ancestrales comme les arcades, les dômes. Ce sont des formes d'architecture qui existaient en Égypte, mais aussi par sa simplicité à construire, à être construite. Parce que le village du Nouveau Gourna a justement été construit par ses habitants. Et en préparant ce podcast, je suis allé sur le site, je suis tombé sur un site qui montre comment le Nouveau Gourna, le village du Nouveau Gourna est devenu. Et on voit sur une photo, au premier plan, le village initial, et au second plan, on voit des constructions actuelles, en tout cas beaucoup plus contemporaines. Et on voit le contraste et la différence de qualité architecturale. Au premier plan, vous avez le village du Nouveau Gourna, vous avez une architecture très dépouillée, très brute, mais pour autant très chaleureuse. On remarque aussi une très belle intégration avec son environnement.
la couleur générale est à peu près la même, ce qui fait contraste avec les habitations plus contemporaines au second plan, qui se distinguent par une qualité architecturale vraiment médiocre. En fait, ce sont des habitations comme on en voit un peu dans tous les pays du tiers-monde, c'est-à-dire avec une ossature en béton et des briques. Et je pense que c'est justement là que le génie de Hassan Fethi est vraiment visible. Il a montré qu'on peut construire bien, vite, solide, à partir avec très peu de moyens et en faisant réaliser les constructions par les habitants eux-mêmes. Hassan Fethi demeure une inspiration réelle pour les architectes d'aujourd'hui et pour les générations futures. Si vous voulez en savoir plus sur Hassan Fethi, je vous conseille de consulter son livre qui s'appelle Construire avec le peuple, histoire d'un village d'Égypte, Gourna. Hassan Fethi s'inscrit dans une tendance un petit peu décalée par rapport à ce qui se faisait à son époque, parce que maintenant, actuellement, et surtout depuis la fin du 19e siècle, avec l'avènement de la révolution technologique et de la révolution industrielle, l'architecte planifie systématiquement les bâtiments avant de les construire. Cette manière de faire a bien sûr permis de très grandes avancées, notamment technologiques et techniques dans l'architecture, et constitue sûrement une étape nécessaire dans l'évolution de la civilisation humaine. Cependant, à travers cette évolution, l'architecture a quelque peu perdu de sa substance vitale. Et cela se traduit notamment par une simplification dramatique des formes et des bâtiments, parfois poussée jusqu'à l'extrême, notamment par les architectes du mouvement moderne. Alors rapidement, il ne s'agit pas non plus de détailler ce que je vais dire. Le mouvement moderne, c'est un mouvement qui a commencé à peu près au début du XXe siècle, avec la figure de tête qui était bien sûr Le Corbusier, et qui avait pour objectif de révolutionner l'architecture, pas moins que ça. Donc révolutionner à travers une vision et une pensée complètement différente de la construction et du bâtiment. Le bâtiment allait devenir quelque chose de rationnel, quelque chose de standardisé, presque obéissant à une équation mathématique. Tout ça pour obéir à une certaine scientificité. La manière de construire, qui a toujours été la manière de construire de l'humanité, a été considérée comme étant quelque chose d'ancien, comme étant quelque chose de dépassé, et qu'il fallait radicalement changer. Et l'archétype de cette architecture, le prototype, si on veut, de cette architecture, c'est la très connue Villa Savoie de Le Corbusier, qui contient justement les 5 points de l'architecture moderne. C'est pratiquement une théorie construite, cette maison. Donc elle contient les 5 points de l'architecture moderne, sur lesquels je ne vais pas revenir, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais si vous êtes intéressé par l'architecture moderne et que vous voulez en savoir un petit peu plus, euh, allez juste chercher ce qu'est la Villa Savoie et vous comprendrez le type d'architecture dont je parle. En tout cas, les architectes du mouvement moderne se distinguent surtout par une simplification drastique des formes. Et je vous le cache pas, derrière cette profonde simplification des formes, je pense personnellement qu'il se cache en fait une grande prétention. Parfaitement résumée dans la célèbre phrase de l'architecte Mies van der Rohe, qui fait aussi partie du mouvement moderne, Less is more. Si on pousse même l'analyse un petit peu plus loin, je pense que l'architecture moderne est l'expression ultime de la volonté de domination de l'homme sur la nature. À travers des matériaux industriels qui n'existent même plus dans la nature, à travers des formes qui n'existent plus dans la nature, une telle architecture se place et se revendique même comme étant la négation de tout ce qui a été fait avant et de tout ce qu'on peut voir, de tous les principes qu'on peut retrouver dans la nature. Le mouvement moderne en architecture n'a finalement pas duré bien longtemps. Un tel mouvement ne pouvait pas durer très longtemps puisqu'il niait tout ce qui a été fait comme architecture avant lui. Vite, ou peut-être pas assez vite, on a compris l'absurdité d'un tel mouvement. Et il y a eu des mouvements en réaction à ce mouvement, comme par exemple le mouvement postmoderne, qui revendique le retour de l'ornementation, le retour de formes plus forcément épurées géométriquement, plus de formes parfaites, et bien sûr le retour à la tradition architecturale millénaire.
notamment par l'intégration d'éléments d'ornementation de styles architecturaux plus anciens. Et aujourd'hui, on semble revenir à plus de modestie dans l'architecture, à plus de liaison avec l'environnement extérieur, notamment avec les impératifs du développement durable. Et d'ailleurs, dans ce sens, le prix Pritzker d'architecture, alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du prix Pritzker, c'est la distinction ultime en architecture. C'est un peu comme le prix Nobel dans les sciences. Le prix Pritzker de 2022 a été décerné à l'architecte burkinabé Diébedo Francis Kéré. Il a étudié l'architecture en Allemagne et est revenu dans son pays en 2004, là où il pouvait rester en Allemagne ou dans un pays européen et avoir une carrière de star architecte, comme on dit si bien, d'architecte star à construire des buildings, des gratte-ciel et des bâtiments dernier cri. Kéré a préféré revenir au pays et le construire. Et je trouve que ce comportement foncièrement modeste est vraiment quelque chose d'essentiel pour un architecte. Parce qu'un architecte hors sol, un architecte qui pense qu'il a tous les droits, qui pense qu'il est le seul à pouvoir dessiner, à pouvoir concevoir des bâtiments, alors que l'humanité s'est passée d'architecte pendant très très longtemps, un architecte qui a cette pensée ne pourra jamais construire un bâtiment et une architecture qui sera adaptée aux gens pour qui il construit. Cette posture de modestie est, selon moi, essentielle pour un architecte. De la même manière que Hassan Fathi, Francis Kéré aime impliquer les gens, la communauté locale, dans la construction de ses bâtiments. Cela crée en quelque sorte un lien très particulier entre l'usager du bâtiment et le bâtiment lui-même. Parce que arriver dans un bâtiment qu'on n'a jamais touché, qu'on n'a jamais construit, auquel on n'a aucun lien matériel ou émotionnel, ce n'est pas la même chose qu'un bâtiment qu'on a construit de ses propres mains. Regarder cette brique et dire que cette brique-là, c'est moi qui l'ai posée à telle heure, tel jour, il faisait tel temps. Son architecture parvient à être brute sans être brutale, parvient à s'imposer à nous sans aucun aspect dictatural de la forme. Les formes, les couleurs semblent être cohérentes avec l'environnement. Et surtout, une certaine vie, une certaine chaleur semble émaner de ces projets. Et cette espèce d'aura qui semble émaner d'un projet architectural, je pense, va bien au-delà du simple aspect matériel de la construction. On sent dans ces bâtiments que ces bâtiments ont été construits avec amour, ont été construits dans une raison, satisfaire les usagers. Je pense qu'il est arrivé à une certaine simplicité dans son expression architecturale, sans pour autant nous présenter quelque chose de pauvre et d'indigent. Au contraire, quand on regarde ces projets, on sent qu'il y a quelque chose dedans, on sent de la consistance, on sent une vraie consistance. Et d'où vient cela ? Eh bien, je pense que c'est parce que derrière ces projets, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie surtout. Il y a juste la volonté de satisfaire un besoin, la volonté de satisfaire les besoins d'une population dans le besoin. Et pour cause, le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est d'autant plus un exploit d'avoir réussi une telle prouesse que de juste avoir pu satisfaire le besoin de ses habitants qui parfois, je prends l'exemple de son projet d'école, dans un pays dans lequel l'éducation n'est pas toujours un acquis, quoi de plus important qu'une école ? Et de plus significatif qu'une école ? Alors que lorsqu'on voit un autre projet, comme par exemple, je sais pas, un musée ou une galerie d'art, alors je dis pas que ces projets ne servent à rien, mais ils ne sont pas aussi fondamentaux, je pense, qu'une école dans un village défavorisé. Le symbole est très fort. Et pour en revenir à la forme, puisqu'on est dans cette partie, eh bien on voit que dans ces projets architecturaux, une certaine attention est quand même portée à la forme. Mais la forme n'est pas tout, la forme n'est pas le point de départ et n'est pas le point d'arrivée. La forme n'est qu'un résultat de plusieurs choses, le résultat de certains besoins, de certains espaces, et le résultat d'un environnement. Par exemple, lorsqu'on voit la toiture qui couvre l'école,
bien, on voit qu'il y a quand même une certaine attention qui est portée à la forme. On voit une forme qui est courbée, mais on voit qu'il n'y a pas eu trop de réflexion. J'utilise le terme trop, justement, dans ce sens, parce qu'il y a certains projets où toute la réflexion va uniquement dans l'imbrication des volumes, va uniquement dans la forme architecturale, va uniquement dans l'enveloppe. Là, on voit que ça n'a pas été le cas. La plupart des ressources intellectuelles et des ressources matérielles ont été mises dans l'essence du projet. Tant que c'est un projet qui fonctionne et qui remplit son utilité, c'est le principal. Et c'est ce qui conduit à une expression architecturale simple, légère, et qui nous parle. Et qui nous impressionne même de par justement sa volonté à ne pas impressionner. Et c'est comme ça que je conclus le premier point de ce podcast, qui, je vous le rappelle, avait pour objectif de développer une réflexion autour de l'absence de forme parfaite et rectiligne dans la nature, et donc aussi l'absence de forme rectiligne et parfaite dans les arbres, et à faire la comparaison avec l'architecture et voir ce qu'on peut en apprendre. Maintenant, passons au deuxième point. Deux arbres ne se ressembleront jamais. Il suffit de faire une petite balade dans une forêt, ou même juste de regarder l'herbe dans votre jardin, pour comprendre que rien n'est standardisé, rien ne se ressemble à l'identique dans la nature. Deux brins d'herbe ne se ressemblent pas, deux cellules ne se ressemblent pas, et deux arbres ne se ressemblent pas aussi. Même deux vrais jumeaux ne se ressemblent pas. Malgré le fait qu'ils aient le même ADN, ils conservent quand même des différences. La nature est ignorante de l'égalité. L'égalité, encore une fois, c'est un concept qui a été inventé par nous, êtres humains, qui est aisé à comprendre pour notre esprit scientifique ou rationnel, mais que la nature ignore. L'égalité ne permet en fait pas à la diversité d'exister. Et pourtant, il existe dans la nature de nombreux mécanismes de réplication, comme l'ADN, ou à travers la multiplication cellulaire, ou la reproduction d'ailleurs, qui est même la définition de la vie. On définit la vie par plusieurs facteurs, et l'un de ces facteurs est sa capacité à se reproduire. Cependant, aucune réplication n'est parfaitement identique et parfaitement exacte à la précédente. On pourrait se demander pourquoi. Alors, d'un côté, cela permet d'éviter de répliquer à l'identique des milliers de fois une même erreur, en changeant légèrement la copie. Cela donne plus de flexibilité et de latitude pour l'adaptation, et pourrait être aussi interprété comme un mécanisme de survie. On peut d'ailleurs comprendre cela en observant le mécanisme de réplication de l'ADN. Lors de la réplication de l'ADN, il y a une phase de crossover, où les paires de chromosomes vont en quelque sorte entrer les unes dans les autres, et ce qui va faire que il va y avoir un brassage de l'information génétique. Et ce brassage de l'information génétique permet, en cas d'erreur dans le code génétique, de ne pas reproduire deux fois la même erreur. Donc, en gros, c'est comme si on divisait les chances que la même erreur se reproduise par deux. C'est d'ailleurs pour cela que les enfants issus d'une relation consanguine ont beaucoup plus de chances d'avoir des maladies congénitales. Parce que les paires de chromosomes, en fait, sont les mêmes, et si jamais il y a une erreur génétique sur l'une des paires, puisque l'autre paire est strictement la même, l'erreur ne pourra pas être évitée par le brassage de l'information génétique. Donc, diversité est synonyme de survie. Diversité est synonyme de force, de vigueur et de bonne santé dans la nature. C'est pourquoi on ne retrouvera jamais deux éléments strictement identiques. Pour reprendre une idée développée un petit peu avant cela, c'est probablement aussi dû à des conditions initiales présentant parfois une différence très subtile, mais qui causera un résultat totalement différent. C'était ce que j'étais en train de dire par rapport à l'effet papillon. Cela est aussi dû à des conditions d'environnement qui modèlent différemment chaque objet dans la nature, le vent, l'érosion, les éléments, les vagues par exemple qui vont venir frapper et modeler un rocher. Donc la nature est très forte à créer des similarités, des équilibres et des symétries, mais ne connaît
en aucun cas la parfaite égalité mathématique. Et de la même manière, en architecture, il est inconcevable de retrouver deux bâtiments identiques. Encore une fois, la copie et l'égalité parfaite est une création de notre esprit, satisfaisante parce que mathématiquement simple à comprendre et à mettre en place, mais ce processus, ce mécanisme n'existe pas dans la nature. Si vous vous baladez dans un centre historique, chaque habitation, chaque coin de rue, chaque fontaine, chaque square est différent et présente un charme bien particulier. Parce que ces petites différences donnent à chaque séquence, à chaque rue, à chaque élément, un caractère unique et distinct des autres éléments similaires. D'ailleurs, de ma propre expérience, j'ai eu l'occasion et la chance de visiter un centre historique qui est la Médina d'Alger, qui s'appelle aussi la Casbah d'Alger. Et chaque ruelle, chaque derb, bon, donc un derb c'est une ruelle en arabe, chaque ruelle, chaque derb, chaque place, chaque fontaine est vraiment spéciale. Et si vous me montriez l'un des endroits que j'ai visités en photo, je serais capable de vous dire où je l'ai vu, à quelle heure, quels sont les souvenirs qui y sont associés, etc., etc. En revanche, si vous me montriez une photo de mon propre quartier, je serais incapable. Alors je vis dans un quartier où tout simplement les rues sont organisées d'une manière orthogonale et se croisent d'une manière orthogonale et où tous les lots de terrain se ressemblent. Si vous me montrez une photo de rue, des rues que j'ai pourtant traversées et parcourues maintes et maintes fois, ben j'aurais peut-être plus de mal à les reconnaître. Cette pratique de standardisation de l'architecture n'a pas toujours existé. En fait, elle est apparue fin 19e siècle, début 20e siècle. Coïncide elle aussi avec la révolution industrielle et l'apparition de nouveaux matériaux et l'apparition de nouvelles techniques de construction. Dans la continuité de l'idée de rationaliser l'architecture est aussi venue l'idée de standardiser l'architecture. Cela a été poussé par une nécessité, celle de reconstruire les pays dévastés après la Seconde Guerre mondiale. Mais cela répondait aussi à une deuxième nécessité, la nécessité de logements sans cesse croissante, avec une croissance démographique énorme et une pression exercée par l'exode rural dans les villes. Et si la standardisation en architecture a permis, elle aussi, de nombreuses avancées, notamment sociales et technologiques, en permettant d'offrir un logement décent à chacun et de construire beaucoup plus vite, elle a aussi malheureusement appauvri l'architecture de son essence vivante. Cette notion a été utilisée à l'extrême, sans réflexion sur ses impacts non seulement sur l'esthétique et sur la beauté des villes, mais aussi sur l'aliénation qu'elle allait produire sur les gens qui y vivaient. On pourrait prendre l'exemple des panelkas de l'ex-URSS. Alors, l'URSS, c'est vraiment un exemple intéressant parce que, par définition, c'est quand même le pays même de l'égalitarisme, et puisque c'est un pays qui était communiste, donc qui portait très haut les valeurs d'égalité. Et cela se voyait notamment à travers les logements. Les logements étaient pratiquement les mêmes pour tout le monde. C'était un espèce d'habitat social qu'on appelait panelka. Et aujourd'hui encore, ces panelkas sont encore visibles dans l'actuelle Russie. C'est ainsi qu'on peut voir dans des villes de Russie des bâtiments s'étaler à perte de vue, et ces bâtiments sont strictement identiques. Donc ces constructions étaient carrément des immeubles types qui étaient répétés presque à l'infini. Pour le modèle K7 de Khrouchtchevka, donc une Khrouchtchevka, c'est une panelka qui a été construite sous Khrouchtchev, qui en général est comprise entre 3 et 5 étages, représente apparemment, suivant l'article Wikipédia qui en parle, jusqu'à 10% de la surface immobilière en URSS. Donc vous imaginez, 10% des bâtiments qui étaient construits dans toute l'URSS étaient un bâtiment qui était strictement le même et qui a été répété à des millions d'exemplaires.
Et même encore aujourd'hui, devant la facilité que représente la standardisation en architecture, mais aussi devant l'urgence de construire toujours plus de logements, certains pays n'hésitent toujours pas à y recourir. Et pour en revenir à notre fameux arbre, si aucun arbre n'est le même, ce n'est pas par erreur, c'est plutôt par un espèce de formidable équilibre entre un ensemble de forces qui a modelé chaque arbre tel qu'il est, de manière à ce qu'aucun ne ressemble à un autre. Chaque arbre a sa propre histoire, chaque arbre a son propre destin, et donc chaque arbre est différent. De la même manière, si aucun bâtiment ne devrait être le même, ce n'est pas par erreur, c'est plutôt à cause d'une histoire propre aux forces qui le façonnent. Alors les forces qui peuvent façonner un bâtiment, ça peut être, ou une architecture en général, l'histoire du pays, de la ville, du terrain, de la morphologie, la mentalité de son concepteur, la mentalité de ses habitants. Tous ces paramètres ne peuvent être les mêmes et cela justifie donc qu'un bâtiment ne peut pas être identique. Même pour des bâtiments de logement, même pour des unités d'habitation, on ne peut pas concevoir le fait que deux unités d'habitation se ressemblent à partir du moment où deux êtres humains ne se ressemblent pas. Chacun a des besoins différents, chacun va habiter d'une certaine manière, et le fait d'imposer une même cellule d'habitation va entraîner une certaine aliénation des individus qui vont habiter dans ces bâtiments. Sans parler de la laideur extrême de centaines de bâtiments qui se répètent les uns après les autres. Et si on devait donner un petit peu le contre-exemple, le meilleur contre-exemple qu'on pourrait donner à ce deuxième principe, que deux bâtiments ne devraient pas être les mêmes à cause d'une histoire et d'une géographie et d'une histoire différente tout simplement, eh bien, ce serait l'exemple de l'architecture internationale. Ce style architectural, qui est un petit peu l'évolution américaine du mouvement moderne, se caractérise par son refus total des conditions historiques et géographiques des pays où il s'implante, préférant plutôt miser sur des formes épurées et des façades dépouillées, signe d'un universalisme et d'une égalité aussi mathématique que les formes qu'elle promeut. Le symbole ultime de cette architecture se retrouve au siège de l'ONU à New York. Ce bâtiment est l'œuvre d'une équipe de 11 architectes, parmi lesquels le fameux Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Wallace Harrison et quelques autres. Alors, ce projet est un complexe de plusieurs bâtiments, mais le bâtiment qui frappe le plus, c'est ce qu'on appelle le secrétariat, qui est une tour de 39 étages, qui a une forme parfaitement parallépipédique. C'est un parallépipède de verre, et rien de plus, il n'y a rien de plus à dire dessus en fait. C'est marrant parce qu'on peut décrire ce bâtiment en une phrase. En fait, tellement il est tellement oui, pauvre, je vais oser le dire. Il est tellement architecturalement pauvre qu'on arrive à le décrire juste par une phrase. L'architecture internationale entend transcender les coutumes locales, ne plus utiliser d'ornementation dans le but d'arriver à l'expression architecturale la plus pure. Et ce dépouillement est quelque chose de, de totalitaire, de dictatural presque. Parce que la même chose s'applique à tous, d'une manière implacable. Et c'est un symbole fort, je trouve, pour le symbole de l'Organisation des Nations Unies, qui entend être l'une des seules, si ce n'est la seule, organisation supranationale qui peut dominer au-dessus de tous les États. Une architecture pour les gouverner tous, une architecture pour les amener tous, et dans les formes pures, les lier. Pour ceux qui n'auraient pas compris la référence, je faisais référence à la phrase phare du Seigneur des Anneaux. C'est sur ça que je vais terminer ce deuxième point. L'arbre n'existe que pour ses feuilles. Alors un arbre, c'est quoi? Un arbre, c'est un tronc, quelques branches, quelques racines
et énormément de feuilles. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi l'arbre a une telle forme? Après tout, il existe bien des milliers d'espèces de plantes qui poussent à quelques centimètres du sol et qui vivent très bien leur vie de petites plantes. Alors si l'arbre a évolué de cette manière, c'est parce que la hauteur lui conférait un avantage évolutif certain. Une plante qui pousse en hauteur aura accès à beaucoup plus de lumière et pourra réaliser la photosynthèse, processus métabolique absolument fondamental pour les plantes. La hauteur confère aussi l'avantage de pouvoir disperser les spores ou les graines sur une bien plus grande distance. Alors pour la petite anecdote, j'ai un arbre dans mon jardin. C'est un arbre avec des feuilles rouges. Je ne sais pas exactement comment s'appelle l'espèce. En tout cas, la particularité de l'arbre, c'est que l'arbre a des feuilles rouges. Et je retrouve des petites pousses de cet arbre vraiment partout dans mon jardin. Donc je le retrouve dans mon jardin, je le retrouve de l'autre côté, qui n'est pas le jardin, qui est juste un couloir qui passe sur la façade. Je retrouve même des petites pousses de cet arbre de l'autre côté de ma rue. Donc c'est pour vous dire que l'arbre qui est dans mon jardin, qui doit peut-être culminer à... il est à peu près au niveau du premier étage, donc il doit culminer autour de 4-5 mètres. Eh bien, est-ce que vous arrivez à voir tout le rayon sur lequel il arrive à disperser ses plantes? Il arrive à disperser ses spores ou ses graines. Donc, on est presque sur un rayon de peut-être 50 mètres ou si ce n'est plus. Voilà, si l'arbre a évolué de cette manière, si il y avait un besoin d'aller vers le haut, c'est à la fois l'avantage d'avoir plus d'accès au soleil pour faire la photosynthèse et l'avantage de pouvoir disperser ses graines et pouvoir se reproduire encore plus vite et encore en plus grand nombre. Et dans l'arbre, si on y réfléchit bien, il y a certains composants qui sont plus fondamentaux que d'autres. Il y a certains composants qui n'ont pas de raison d'exister si d'autres composants de cet arbre n'existaient pas. Et ces composants les plus fondamentaux, eh bien, ce sont les feuilles. Les feuilles et les petites racines aussi. Alors, puisque les racines sont enterrées, on ne voit pas vraiment le système racinaire des arbres, mais si on pouvait voir les racines, on se rendrait compte qu'on a à peu près la même hiérarchie qu'on a avec les branches et les feuilles. Donc on a quelques racines de grande taille et on a énormément de petites racines qui vont venir s'infiltrer un peu partout dans le sol pour pouvoir capter les nutriments du sol sur une plus grande surface. Et pourquoi ces composants sont fondamentaux? Eh bien parce que c'est à travers ces composants que l'arbre se nourrit, grandit et peut réaliser ses réactions métaboliques de base. C'est à partir de ces composantes que l'arbre réalise sa photosynthèse, c'est à partir de ces composantes que l'arbre peut absorber les nutriments et l'eau à travers les racines et à travers les feuilles. Tout le reste dans l'arbre, en fait, ne relève que du structurel ou que du structural. Si le tronc est là, si le tronc a évolué de cette manière avec du bois très solide, c'est uniquement pour pouvoir aller encore plus en hauteur. Si les branches sont là, aussi la même chose, c'est pour un rôle structurel pour pouvoir éparpiller les feuilles sur une plus grande surface. Donc cette distinction qu'on vient de faire dans un arbre est assez importante. Il y a les éléments qui relèvent de l'essence du fondamental, qui sont les feuilles et les petites racines, et il y a des éléments qui relèvent du structural ou de l'infrastructure, si on veut. Infrastructure au sens humain du terme, hein, pas infrastructure au sens de ce qui est en dessous, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour transporter les flux, comme par exemple la sève qui va circuler dans les branches et dans le tronc. Donc il y a les éléments qui sont du rôle du structural, les racines qui vont venir maintenir l'arbre profondément ancré dans le sol, le tronc qui va permettre à l'arbre d'avoir une stabilité structurelle sur plusieurs mètres de haut, les branches qui vont permettre de disperser les feuilles dans un grand rayon, et il y a les éléments qui relèvent du fondamental, donc qui sont les feuilles qui permettent d'opérer la photosynthèse et les racines qui permettent à l'arbre de se nourrir et d'exploiter les nutriments qui sont présents dans son sol. Et de la même manière, en architecture, on peut opérer cette différenciation de l'ordre du structurel et de l'essentiel. On pourrait s'interroger sur le rôle
d'un bâtiment, l'essence d'un bâtiment. Qu'est-ce qui fait l'essence? À quoi sert profondément un bâtiment? Question qu'on s'est posée sur les arbres et à laquelle on a répondu par les feuilles. Donc, à quoi sert profondément un bâtiment? Un bâtiment est là pour répondre avant tout à un besoin, à une fonction dans un jargon un peu plus technique. La raison d'être d'une habitation, par exemple, c'est qu'on y habite, c'est qu'on y vive. La raison d'être d'une bibliothèque, c'est qu'on y lise des livres et qu'on y travaille, par exemple. La raison d'être d'un lieu de culte, comme une église ou une mosquée, est qu'on y prie. Chaque bâtiment diffère de par sa fonction, mais tous les bâtiments se rejoignent dans une seule et même chose, et cette chose-là, c'est l'être humain. La raison d'être d'un bâtiment, c'est de permettre à l'humain de faire ses activités dans les meilleures conditions possibles, notamment avec un certain confort, protégé de l'environnement extérieur, pouvant être nocif, etc. Ceci est l'essence de tout bâtiment, sa raison d'être fondamentale. Son enveloppe extérieure et tout son aspect matériel ne sont finalement qu'un support qui relève, comme pour les branches et pour le tronc de l'arbre, du structurel et du structural. Donc l'être humain est au bâtiment ce que les feuilles sont aux arbres. Alors quand je dis être humain, c'est-à-dire que je ne parle pas forcément de l'être humain en tant qu'individu ou en tant que corps. Je parle d'une échelle. Je parle de l'échelle humaine. L'être humain représente l'unité fondamentale de tout bâtiment, et donc le bâtiment devrait partir et devrait être calqué, devrait être l'échelle centrale autour duquel il devrait être construit et il devrait s'organiser. Et encore une fois, lorsqu'on jette un coup d'œil aux pratiques architecturales actuelles, on voit bien que ce point semble avoir été oublié. Lorsqu'on constate dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement, le fait qu'on se fasse la course pour construire le bâtiment le plus haut, on comprend très vite quelle est la donne. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Dubaï pour voir le Burj Khalifa, qui est le bâtiment, pour l'instant, le bâtiment le plus haut du monde avec, je crois, 828 mètres de haut. Moi, personnellement, non. Bon, j'ai déjà regardé quelques documentaires dessus. Mais pour ma part, la plus grande structure humaine qui m'ait été donnée de voir, c'est la Tour Eiffel. C'est déjà 2,5 fois moins grand que le Burj Khalifa. Et rien que devant la Tour Eiffel, qui fait 321 mètres de haut, ou un peu plus, je crois. Depuis cette année, la Tour Eiffel est un petit peu plus haute parce qu'on y a ajouté une antenne, je crois. Et donc, cette structure qui est déjà 2,5 fois moins haute que le Burj Khalifa, qui culmine à 321 mètres de haut à l'époque, est déjà impressionnante. Je n'arrivais pas à la voir en entier et quelque part, c'est un peu, d'un côté, c'est vraiment impressionnant, mais c'est aussi un peu frustrant de ne pas pouvoir voir un bâtiment dans son intégralité, de ne pas pouvoir s'y identifier. Parce que la différence d'échelle est si grande qu'il est impossible de le faire. De tels bâtiments nous dépassent. À partir du moment où on ne peut pas voir le sommet d'un bâtiment depuis la rue, c'est déjà sûrement beaucoup trop haut. Alors, des bâtiments si hauts s'expliquent sûrement en partie par la pression foncière existante dans les villes. Les terrains sont chers et donc il est nécessaire de rentabiliser le moindre mètre carré, notamment en construisant en hauteur. Mais encore une fois, je pense qu'il y a derrière ça une certaine arrogance. Une volonté de défier la nature de la part de l'être humain. Et quoi de mieux qu'un bâtiment comme le Burj Khalifa, qui d'un point de vue naturel, écologique, structurel, est une totale aberration, pour preuve d'ailleurs les immenses défis nécessaires qui ont été nécessaires à sa construction. Donc il faut savoir que le Burj Khalifa était le chantier de tous les extrêmes. Il a fallu repenser à peu près tous les aspects classiques d'un bâtiment conventionnel, notamment par rapport aux fondations. Le bâtiment repose sur 192 pieux de béton qui ont été enterrés à plus de 50 mètres de profondeur. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 50 mètres, c'est facile à dire comme ça. 50 mètres, 50 mètres, ça représente presque un bâtiment de 18 étages de haut. Donc vous imaginez 18 étages de haut enterrés dans le sol. Il a aussi fallu repenser toute la forme du gratte-ciel, parce qu'il faut savoir qu'un gratte-ciel arrive à une certaine hauteur, surtout à Dubaï d'ailleurs, où il y a des vents très très puissants.
eh bien, il va offrir une certaine résistance au vent. Et cette résistance au vent, si elle n'est pas bien étudiée, peut carrément faire s'effondrer le bâtiment. Si le bâtiment ne bouge ne serait-ce que d'une certaine distance, que cette distance euh, est, entre en résonance avec le bâtiment, c'est-à-dire que euh, le bâtiment va vibrer d'une certaine fréquence, et si cette fréquence correspond à la fréquence du bâtiment, il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène de résonance, et ces vibrations vont être de plus en plus intenses, et ça peut conduire carrément à l'effondrement du bâtiment. On a aussi repensé, on a réinventé les ascenseurs. On a implanté des ascenseurs ultra rapides qui vont à 40 ou 50 km/h, je crois. Donc, pour ne citer que ces défis extrêmes qu'il a été nécessaire de surmonter pour construire le bâtiment, il y en a sûrement encore des dizaines et des dizaines d'autres, mais juste pour que vous ayez une idée sur les défis qu'il a fallu relever pour construire le Burj Khalifa. S'il a fallu se casser la tête pour arriver à une telle hauteur, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que de l'arrogance, de la défiance, l'envie d'affirmer la toute-puissance de l'homme sur la nature. Alors, je ne suis pas du tout en train de critiquer le Burj Khalifa. Au contraire, je pense que c'est un bâtiment magnifique et que c'est un symbole très fort, à la fois de la réussite de tout un pays et de la réussite de l'humanité. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a derrière une certaine arrogance. Et il faut aussi reconnaître qu'il serait impossible de vivre dans une ville constituée uniquement de Burj Khalifa, qui en soi est déjà une ville à l'intérieur. Au contraire, les bâtiments de taille plus modeste se veulent plus rassurants pour nous, êtres humains. On peut déjà les saisir dans leur totalité, les voir, les regarder, les comprendre, et on s'y sent à l'aise et intégralement connecté. Il y a certains espaces qu'on perçoit comme étant confortables, comme étant rassurants, comme étant proches de nous. Il y a d'autres espaces qu'on perçoit comme étant énormes, à une échelle bien supérieure à nous, comme écrasants, ou voire sans aucune délimitation. La manière dont un bâtiment est construit et plus indirectement notre environnement bâti a une influence sur notre comportement, sur notre pensée et aussi directement sur notre confort. Et l'influence de l'environnement sur le comportement des hommes et sur la psychologie des hommes fonde en fait toute une branche de la psychologie qui s'appelle psychologie environnementale. Et l'existence même de cette discipline nous informe, je pense, sur deux choses. La première, c'est que l'architecture a une réelle influence en tant que composante environnementale sur la psyché humaine. Tout autant d'ailleurs que l'individu agit sur son environnement. Et cette interaction dynamique entre environnement et individu ne laisse pas la place à la rigidité, ne laisse pas la place aux idées fixes et aux bâtiments soi-disant intemporels et pouvant s'affranchir totalement d'un contexte historique et géographique. La deuxième des choses, c'est que cette discipline confirme le fait que l'être humain est une composante fondamentale, si ce n'est la composante centrale de l'environnement qui l'entoure. L'environnement n'existe pas indépendamment de l'individu. Au contraire, c'est un va-et-vient permanent qui existe entre les deux. Et je trouve que dans les bâtiments anciens, on ressent une réelle connexion avec le bâtiment. Alors ça n'a rien à voir avec l'aspect extérieur du bâtiment ou avec la beauté ou avec l'esthétique. Je pense plus que c'est une question de contact ou de connexion ou d'échelle. Lorsque vous êtes dans un ancien bâtiment, en général, vous avez toujours un objet, un mur ou une faïence ou un plafond qui est à portée de main. Et le fait d'avoir un élément du bâtiment qui est à portée de main, en quelque sorte, nous donne une certaine emprise matérielle sur le bâtiment et fait qu'on est rassuré. On fait partie du bâtiment, on sent qu'on fait partie du bâtiment parce qu'on peut le toucher, on peut le voir, on peut l'appréhender d'une manière très, très aisée, très simple. Et en général, lorsqu'on monte les escaliers, il faut qu'on baisse la tête. Lorsqu'on rentre, par exemple, dans une maison à patio, bien souvent, la porte
n'est pas assez haute pour faire passer un homme de taille normale. Donc on est obligé de se baisser. On doit baisser la tête lorsqu'on monte les escaliers. Et malgré que le fait que ce ne soit pas pratique, je vous l'accorde, mais le fait d'être toujours vigilant, toujours en contact, toujours à avoir une partie du bâtiment à portée de main, fait qu'on ressent une réelle connexion avec lui. Et je terminerai cette partie et aussi par la même occasion ce podcast par une réflexion sur la technologie d'une manière générale. La technologie a permis à l'humanité de faire des avancées absolument monumentales. En termes d'architecture, bien sûr, mais aussi dans tout. C'est aussi valable pour tout. Grâce à la technologie, la civilisation est apparue déjà, et la civilisation a évolué. Et aujourd'hui, de nos jours, on est arrivé à un tel niveau de sophistication, à un tel niveau d'émancipation de la nature grâce à la technologie et par la technologie, qu'on peut désormais à peu près tout faire. On peut construire un plancher à plus de 700 mètres de haut, on peut aller sur la Lune, on pourra même bientôt aller sur Mars. Mais je pense que le problème avec ça, c'est que cette évolution a été peut-être trop rapide. En tout cas, trop rapide pour notre cerveau, qui n'a pas eu le temps d'évoluer en même temps que la technologie. Puis d'ailleurs, on le voit, on est vraiment dépassé par la vitesse du monde qui est autour de nous. On est dépassé par la vitesse de l'information, par la vitesse des réseaux sociaux. Nous sommes en gros dans une civilisation de la vitesse. Mais notre cerveau a depuis toujours été habitué à vivre dans de petites communautés humaines, d'une centaine ou de 200 personnes tout au plus. Il a été habitué à vivre dans de petites habitations. Il a été habitué à vivre dans de petites villes. Et là est le double tranchant de la technologie. C'est nous qui l'avons créée et maintenant elle va peut-être trop vite pour nous. D'autant plus maintenant avec les progrès de l'intelligence artificielle. Les ordinateurs deviennent de plus en plus intelligents et maintenant ce n'est plus du tout quelque chose d'étonnant ou quelque chose d'inconcevable de se dire qu'un jour, les ordinateurs nous remplaceront peut-être ou seront devenus plus intelligents que nous. L'homme a peut-être créé par le progrès et par la technologie, sans le savoir, les outils de sa propre perte. Pour en revenir à l'architecture, aujourd'hui, on est capable de construire à peu près tout. On est capable de construire un plancher à plus de 700 mètres de haut, mais le truc, c'est qu'on ne pourra jamais passer toute notre vie à 700 mètres au-dessus du sol. On aura toujours besoin d'un ancrage avec le sol et de redescendre respirer un peu d'air, de se promener, de déambuler dans les rues, de voir du monde, de sentir le soleil sur notre peau. C'est d'ailleurs bizarre de se dire que quand on est dans une terrasse ou quand on est dans un balcon, on se considère jamais comme étant dehors. On est pourtant à l'air libre, en dehors de l'enveloppe du bâtiment. L'arbre, peu importe sa hauteur, aura toujours besoin du sol et ne pourra jamais s'envoler. On a vécu en petite communauté, à petite échelle, dans de petites villes et dans de petits bâtiments. On ne s'est toujours pas habitué au gigantisme et à l'extravagance de l'architecture contemporaine. Les réalités, c'est qu'on ne s'y habituera peut-être jamais. Parce que d'une manière ou d'une autre, la nature nous rattrapera toujours. Pour nous rattraper, la vie ou la nature trouvera toujours un chemin.